Salut! En préambule, je vous présente à toutes et à tous tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023. Nous attaquons dans le bois dur, si j'ose dire, avec une vidéo sur le bruit. Il s'agit d'une première vidéo. J'avais envisagé de la faire uniquement en 2 ou 3 vidéos, mais le nombre d'heures nécessaires en termes de rush est tellement énorme que je suis obligé de fractionner ça. Aujourd'hui, on va parler de rapport signal-bruit, de puissance et de densité spectrale de bruit. C'est parti! Tout d'abord, je vais vous faire quelques rappels sur le bruit. Première des choses, le bruit exprime généralement, et c'est pas évident quand on travaille avec un oscilloscope dans le domaine temporel, puisqu'un oscilloscope, ça n'est jamais qu'un voltomètre, ça exprime un rapport de puissance entre le signal et le bruit. La raison pour laquelle on doit plutôt travailler avec un rapport de puissance dans le rapport signal-bruit, c'est tout simplement parce qu'on le verra, il y a une conséquence directe de la puissance de bruit liée à la bande passante. Alors évidemment, par voie de conséquence, on peut aussi exprimer ça comme un rapport de tension efficace entre celle du bruit et celle du signal considéré. Toutefois, ça se déduit, en réalité, on verra ça dans les formules, plutôt des valeurs de puissance. Et dans le cadre d'une mesure de rapport signal-bruit, évidemment, on va comparer un signal périodique, donc généralement au laboratoire, on va utiliser un sinus ou un signal supposé connu, avec un signal aléatoire qui est du bruit. Dans cette vidéo, je vais traiter exclusivement de bruit thermique, ou du bruit de Johnson, ou du bruit blanc. Le bruit global d'un système, ce que vous voyez ici, est bien sûr constitué de différentes sources de bruit. Alors là, j'en ai cité quelques-uns, de la grenaille, de la scintillation, du bruit thermique. Tous ces bruits, en fait, concourent à bruiter les signaux et à les rendre inexploitables. Et enfin, dernier point que l'on verra, ces différentes sources de bruit, du fait qu'elles ne sont pas corrélées et aléatoires, ne s'additionnent pas de manière algébrique, mais s'additionnent en quadrature, c'est-à-dire qu'on vient additionner les différentes sources de bruit, comme vous le voyez ici. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Le rapport signal-bruit exprime un rapport de puissance, et il est la comparaison entre un signal périodique, généralement un sinus, au moins au laboratoire, avec un signal aléatoire. C'est pas toujours vrai, par exemple, quand on a une modulation, c'est pas sinusoïdal, mais quand on fait une mesure, à tout le moins, telle qu'on la pratique en tant qu'amateur, généralement, on injecte un signal connu qui est un sinus. La première chose que nous avions vue dans la précédente vidéo, c'était que quand on observe ce signal au cours du temps, et que l'on vient faire un zoom, alors ça je l'avais tracé comme je vous l'avais dit sur Audacity, c'est du bruit blanc dans la bande audio, et on verra que de rien que la phrase que je viens de prononcer n'a pas beaucoup de sens. Mais si l'on vient regarder ça en détail, alors évidemment ce signal-là il est quantifié puisque c'était un circuit numérique, et ce que l'on constate c'est qu'on a un certain nombre de points qui apparaissent, et ces points apparaissent de manière aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on vient ici déterminer un point P1 par exemple, du fait que l'on a une distribution, du fait que l'on a, on va dire une distribution qui est aléatoire, ce point-là ne vous dit absolument rien sur la façon de prédire le point suivant. Ici, typiquement, le point P2. Et vous pouvez y aller, quels que soient les points que vous prenez, vous ne pouvez pas, dans le domaine temporel, prédire le point suivant. Je vous propose maintenant de passer au tableau où nous allons examiner le domaine spectral et le domaine temporel. Ce que l'on va voir, c'est essentiellement le bruit thermique, ce que l'on appelle aussi du bruit blanc, ou ce que l'on appelle du bruit Johnson. Bon, c'est les mêmes dénominations. La caractéristique de ce bruit, il en a une, c'est qu'il est large bande et qu'il se modélise au point de vue des probabilités avec ce que l'on appelle une loi normale. On va y revenir sans douleur. Ça, c'est les probabilités. Alors, il faut savoir qu'en électronique, d'une manière générale, en télécom, tous les signaux ne sont pas prédictifs, ou du moins périodiques, et que les probabilités entrent dans les mathématiques du signal, mais surtout que c'est très présent, par exemple, également en radio, dans les phénomènes de fading rapide, pour ceux qui font de la radio, c'est toujours des choses avec des distributions et des probabilités. Alors l'avantage de ce bruit-là, c'est qu'il se modélise assez bien et assez facilement.
Alors on va déjà commencer par regarder le bruit dans le domaine temporel. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine temporel? C'est exactement ce que l'on fait avec un oscilloscope. C'est-à-dire qu'ici, on vient voir une tension, puisque l'oscilloscope est un voltmètre, en fonction du temps. Alors j'insiste, l'oscilloscope n'est pas très adapté à l'observation du bruit, même si on peut faire des mesures relatives, bien sûr, mais les mesures en valeur absolue sont assez compliquées. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le rapport signal-bruit, c'était un rapport de puissance. Et vous allez comprendre pourquoi on parle de rapport de puissance, et non pas de tension. Qu'est-ce qu'on va rencontrer à l'oscilloscope? À l'oscilloscope, on va rencontrer un signal qui va nous donner quelque chose comme ça. À peu près n'importe quoi. Il est impossible, comme je vous l'ai dit, à partir d'un point, ici, de déterminer le point suivant. Ce que l'on avait vu, c'est que cette répartition des points suit en fait une loi, alors je vais vous l'expliquer tout à l'heure, normale comme ça, qui nous donne un certain niveau de répartition des points de mesure. On ne va pas plus loin pour l'instant. Maintenant, on va regarder ça dans le domaine spectral. Qu'est-ce que l'on a dans le domaine spectral? Sachant que l'outil pour normalement, correctement faire du rapport signal-bruit, c'est un analyseur de spectre ou une très bonne FFT. Alors maintenant, si on se met dans le domaine spectral ou fréquentiel, là, on n'exprime plus le temps, mais ici, on exprime des fréquences. Donc ce que l'on va avoir, c'est ici des hertz. Sur un analyseur de spectre, particulièrement vrai si vous utilisez un analyseur de spectre RF, il est référencé par rapport à une impédance connue, mais ce qu'il vous donne ici, c'est des watts, ou son expression en dB, c'est-à-dire des dBm, qui sont référencés par rapport à une impédance caractéristique, qui généralement en radio est de 50 ohms. Alors il existe aussi d'autres références sur 75 ohms, etc. Mais généralement, tout ce qui est de la RF, c'est du 50 ohms. L'audio, les impédances ne sont pas toujours normalisées en audio. On a à peu près n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, regardons ça dans le domaine spectral. Qu'est-ce que l'on va avoir ici dans le domaine spectral si on met du bruit à l'entrée d'un analyseur de spectre? Ce que l'on va avoir, c'est un plancher comme ça de bruit. Ici, on va avoir du bruit. Et on va avoir un certain niveau, ici, en puissance, en watts ou en dBm. Alors, comme c'est un bruit large bande, on peut imaginer aisément que ce qui constitue le bruit, c'est donc un phénomène aléatoire. Et si l'on décompose ce bruit, on ne va pas faire ça, mais d'un point de vue spectral, c'est-à-dire si on fait une transformée de Fourier, on va dire, de ce truc-là, ce qui n'est pas facile, on va se rendre compte que le bruit est constitué d'une infinité de signaux sinusoïdaux qui se mélangent à l'intérieur et qui finalement nous produisent un signal non périodique. Le fait que ce signal dans le domaine temporel contienne, on va dire, l'ensemble des fréquences fait qu'on a un étalement en fait du spectre, mais aussi de l'énergie, parce que en physique, il y a un principe, c'est que l'énergie se conserve, on ne peut pas créer de l'énergie se conserve, l'énergie se transforme. Donc du fait qu'ici on a un très grand nombre de fréquences qui concourent à la fabrication du bruit ici, je vous expliquerai pourquoi, on a un spectre comme cela avec un plancher de bruit. Même si au cas particulier du bruit thermique, il va plutôt affecter au-delà d'un kHz. Alors, une fois qu'on a dit ça, si maintenant on compare ça avec un signal périodique, et on va dire qu'au laboratoire, en fonction du temps, on va utiliser un signal sinusoïdal. Voilà. Alors on va imaginer que ce sinus que j'ai dessiné à la main est parfait. Ce qui caractérise ce signal-là, c'est qu'il est périodique. Ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a une période.
Dans la mesure où il est périodique, la simple étude d'une période ici nous permet d'étudier tout le signal. Et là, pour le coup, on peut, à chaque instant t, calculer à partir d'un point le point suivant. Et ça répond, comme on l'a vu maintes fois, cette fonction du temps, ça répond à quelque chose de la forme A sinus oméga t. Bon, plus phi si on a une phase à l'origine. Ça. Mais ça, d'un point de vue spectral, qu'est-ce que ça donne? Ça va nous donner une fréquence, ici, qui est là. Ça, c'est notre fréquence sinusoïdale. Le rapport signal-bruit, c'est un rapport entre ce signal-là et ce signal-là. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème qui n'apparaît pas à l'oscilloscope. Parce que quand ce signal ici est bruité, vous imaginez que quand vous allez couper la sinusoïde, vous allez retomber là-dessus. Sauf que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous comparez finalement l'observation d'une ou plusieurs périodes d'un signal avec le bruit. Or, si l'on regarde ça d'un point de vue spectral, maintenant, on voit bien que toute l'énergie qui est contenue dans ce signal-là, parce qu'on est en train de parler d'énergie, elle s'étale sur une fréquence qui, en principe, va de 0 Hz à plus l'infini. Alors, il faut savoir qu'en physique, il y a deux choses que l'on n'aime pas, quand même que l'on déteste, si c'est possible en mathématiques, c'est les singularités, les trucs qui tendent totalement vers 0, et les trucs qui tendent totalement vers l'infini. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que si vous prolongez cette courbe ici, même avec un niveau très faible, dans la mesure où vous avez considéré que ce spectre peut partir à l'infini, eh bien ici vous avez une énergie infinie, et bien sûr vous avez résolu non pas la fin dans le monde, mais les problèmes énergétiques. Donc en réalité le bruit, tôt ou tard, il finit par diminuer ou varier, mais il n'est pas quand même totalement constant de 0 à l'infini. Quoi qu'il en soit, on comprend bien que quand on observe ça, on ne compare pas des rapports de puissance correctement, puisque cet appareil ne rend pas compte, en fait, de l'étalement de l'énergie en fonction de la fréquence. J'ai effacé le tableau, et on va regarder dans le détail, et on va parler de densité spectrale de bruit. Alors, il ne faut pas trop s'affoler avec ça. On va y aller calmement. On va commencer par un sinus. On va dire que ce signal, ici, ce sinus-là, ce générateur, qu'on va représenter comme ça, ici, il débite dans une charge de 50 ohms, par exemple. Peu importe. Et on va dire, ce signal-là, ici, il débite dans une charge à 1000 Hz. C'est-à-dire qu'on a ici 1000 Hz. Admettons, peu importe. Qui vient débiter ici, donc un courant, dans la charge. Et on va dire, pour l'explication, que la puissance qui est dissipée donc, dans cette charge de 50 ohms est de 1 watt. Bon, 1 watt, quand on est sur 50 ohms, ça fait 30 dBm. On connaît les valeurs par cœur. Comment va-t-on représenter une fréquence sinusoïdale dans le domaine spectral? Ce sinus, on va partir du principe pour l'explication qu'il est parfait, c'est-à-dire qu'il est exempt de toute distorsion, c'est uniquement une porteuse idéale, enfin une fréquence idéale. Ce sinus est parfait, qu'est-ce qu'on va dessiner ici dans le domaine spectral? Ici on a, comme on l'a vu, de la puissance, donc c'est des watts, ou des dBm, quand on travaille en dB, puisque sur 50 ohms, c'est plutôt des trucs de radio que des trucs d'audio, mais enfin peu importe, ça ne change pas le principe. Et ici on a des hertz. Comment on représente ça? Tout simplement, on va représenter une raie, dont la hauteur ici va être de 1 watt et 30 dBm. Quel que soit l'élargissement que vous pouvez faire de cette fenêtre-là, vous aurez toujours une seule raie. C'est-à-dire qu'on n'a aucun étalement de puissance en termes spectral. Une raie
égale l'intégralité de la puissance et de l'énergie délivrée par ce générateur dans cette charge. Maintenant, passons au bruit. Alors le bruit, on va le dessiner avec une autre couleur. Par exemple en rouge. On a vu que le bruit, lui, il allait s'étaler comme ça de 0 Hz à plus l'infini. Même si je vous ai dit que dans les faits, au bout d'un moment, le truc va forcément s'éteindre, puisqu'il n'existe pas en physique d'énergie infinie. Quand on mesure, qu'est-ce qu'on mesure? Quand on mesure ça, qu'est-ce qu'on mesure? On ne mesure pas exactement la même chose avec un scope quand on mesure du bruit que quand on mesure un signal périodique. Parce que dans un signal périodique, dès lors que vous connaissez ici la valeur crête à crête, vous pouvez calculer la puissance qu'il dissipe dans la charge, même si vous venez mesurer ici avec un oscilloscope. La puissance, c'est quoi? C'est la valeur efficace du signal de la tension au carré divisé par la résistance, ça nous donne la puissance. Et ça, que vous écrivez ça, c'est valable que vous ayez observé votre signal sur une période ou vous l'observiez sur 10 000 périodes. Par contre, quand vous observez du bruit, là, sur ce coup-là, qu'est-ce que vous observez en réalité? Vous n'observez pas une raie, vous observez une bande, en fait. Et vous allez observer, au cas particulier de l'oscilloscope qui est branché ici, on va dire qu'ici on a notre oscilloscope, qui mesure du bruit. L'oscilloscope, en fait, il a une bande passante. Typiquement, l'oscilloscope que j'utilise, moi, puisque je fais principalement de l'audio, c'est un oscilloscope qui a 50 mégas de bande passante. Alors, on va la dessiner comme ça. On va dessiner que mon oscilloscope, lui, il a une bande passante ici, qui va aller, on va dire, bon, comme ça, on va la dessiner carrée. C'est pas vrai dans les faits. Mais il observe de 0 à 50 mégas. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mesuré, moi? Eh bien, j'ai mesuré toute cette puissance qui s'est étalée dans le spectre. Alors, quand on parle de bruit, pour le définir, on le définit par une puissance, ici. Si j'agrandis ça, comme ça, une puissance en watts par hertz, ou en dBm par hertz. C'est-à-dire que ça, c'est une puissance en fonction de 1 Hz. Donc si j'observe ça sur 50 MHz, je vais forcément observer plus de puissance de bruit ici, qui n'apparaît pas en temporel, que si je faisais une analyse, par exemple, à 20 kg. Parce qu'à 20 kg, je mesurais moins de puissance de bruit. Ça va d'ailleurs affecter. Alors, sur les oscilloscopes modernes, numériques, il existe d'ailleurs des filtres. Vous pouvez mettre des filtres qui limitent la bande passante de manière à ne pas trop vous planter dans les mesures. Cela dit, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale de bruit. C'est la puissance en watts par hertz, en dBm par hertz, dont des unités que vous rencontrerez qui seront des volts carrés par racine de moins 2, etc. etc. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais y revenir tout à l'heure. C'est directement issu d'ailleurs de cette formule-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'observation d'un signal se fait toujours selon une bande considérée. Plus vous allez avoir une bande étroite, plus le bruit que vous allez avoir à l'intérieur est faible. C'est tellement vrai, par exemple, que dans la radio, puisque moi j'ai démarré dans la radio dite à bande étroite, en fait, si vous prenez un récepteur de radio dont la sélectivité, par exemple, fait ici 12,5, 12 kHz par exemple de sélectivité, il aura une sensibilité infiniment plus grande qu'un équipement, par exemple 4G, qui lui aura 5 mégas, voire 20 mégas de bande passante, pour lequel vous allez avoir un niveau de bruit qui va être énormément plus élevé. Même si à l'intérieur de la 4G, il y a des sous-porteuses à 15 kg, mais ça nous écarte de l'audio,
et même de la radio avec les TSF. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mesure de bruit et la mesure de rapport signal-bruit, c'est une puissance, mais en la considérant dans la bande utile du signal considéré. Par exemple, si c'est de l'audio, on va se limiter à ça, et là, forcément, on a moins de puissance. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. Je vous propose de nous arrêter là pour cette vidéo. Quand j'ai fait l'annonce à Noël en indiquant qu'il y aurait uniquement 2 vidéos sur le bruit et le rapport signal-bruit, je n'avais pas mesuré le nombre de rushs que j'ai, le nombre d'heures d'enregistrement que j'ai, il va falloir réduire pour les rendre digestes. Donc on va fractionner ça en plusieurs vidéos. Dans la prochaine vidéo, ce que l'on va aborder directement, c'est la notion de loi normale, comment extraire la valeur efficace du bruit à partir des valeurs crêtes, et pourquoi. Et ensuite, on parlera de mesures, disons, de rapport signal sur bruit. Ensuite, seulement, nous parlerons de facteurs de bruit. Et on aura fini, on aura fini au niveau de cette chaîne pour ce qui concerne le bruit. Salut et à bientôt sur les ondes.